Après plusieurs mois de travail, j'ai enfin terminé ma longue série où j'analyse chaque épisode des 3 suites de Dragon Ball. GT, Super et Daima. L'objectif était de déterminer laquelle est vraiment la meilleure. J'y ai passé en revue les défauts, les qualités et j'ai même établi un classement. Mais il y a un point commun aux 3 que je n'ai pas encore abordé. Un problème fondamental qui, selon moi, les condamnait dès le départ. Et le problème ne vient pas de ces suites en elles-mêmes, mais du manga originel. Oui, car Dragon Ball, c'est une œuvre qui a déjà eu une vraie fin. Les arcs successifs ont permis à tous les personnages majeurs de boucler leur développement. Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, chacun a eu son moment, son évolution et une conclusion logique à son parcours. La série se termine sur une idée claire. La relève est assurée. Goku prend Oob sous son aile, la réincarnation de Boo, pour lui transmettre tout ce qu'on lui a appris. C'est une véritable passation de flambeau. Une sortie cohérente pour l'œuvre et le personnage de Son Goku. Tenter une suite après ça, c'est prendre le risque de tout gâcher. Soit on ignore le développement des personnages et on les laisse stagner, soit on les force dans des directions incohérentes juste pour prolonger l'histoire. Commençons avec Goku. Certes, c'est un personnage au cœur pur, mais beaucoup de ses choix ont été dictés par l'égoïsme. Il a laissé Vegeta s'enfuir, il a aidé Freezer à survivre, simplement parce qu'il espérait un jour les affronter de nouveau. Mais l'arrivée de Trunks du futur vient bouleverser sa vision du monde. Dans cette ligne temporelle, sa famille, ses amis et une grosse partie de la population de la Terre meurent. Et il comprend que tout cela est en partie de sa faute. S'il n'avait jamais affronté le ruban rouge à l'époque, rien de tout ça ne serait arrivé. Pourtant, face à Cell, Goku reste confiant. Il croit en la force immense de son fils. Mais là encore, il commet une erreur monumentale. Gohan ne veut pas se battre. Et face à Cell, il est complètement dépassé. Piccolo le lui reproche ouvertement. Goku n'a pas compris son propre fils et il a mal évalué la situation. Puis, lorsque Gohan se transforme en Super Saiyan 2, Goku croit avoir eu raison. Mais il se trompe une fois de plus. Gohan devient arrogant, refuse de finir Cell rapidement. Et quand Cell menace de tout faire exploser, Goku comprend enfin. C'est lui qui a échoué. C'est sa responsabilité. Alors il agit, il se sacrifie pour sauver tout le monde. Et même après la défaite de Cell, il prend une grosse décision, ne pas revenir à la vie. Car Goku a remarqué que toutes les menaces qui ont frappé la Terre jusqu'ici ont directement ou indirectement été liées à lui. Raditz est venu le chercher, ce qui a entraîné Vegeta et Nappa. L'armée du ruban rouge qu'il a détruite a engendré les cyborgs et Cell. Il pense sincèrement que la Terre serait bien plus en sécurité sans lui. Puis quand il revient temporairement pendant l'arc Boo, il reste sur cette idée. Ce n'est plus son rôle. Il veut transmettre le flambeau, laisser la nouvelle génération agir qui ne tue, et c'est pour cela qu'il ne tue pas Majin Buu dès le départ. Mais face à la menace qui devient incontrôlable, il comprend qu'il doit assumer ses responsabilités, ressusciter, il donne tout pour sauver la Terre, et cette fois avec l'aide des habitants de celle-là, et il tue Majin Buu une bonne fois pour toutes. Et à la fin de Dragon Ball, après l'ellipse de 10 ans, il rencontre Oob, la réincarnation de Buu suite à son souhait avant sa mort. Goku comprend enfin que c'est le bon moment. Oob représente la nouvelle génération, celle à qui il peut enfin transmettre tout ce qu'il a appris. Après leur combat, il l'emmène sur son nuage magique, il se reconnaît en lui, et le cercle est enfin bouclé. Goku, autrefois enfant guidé par Torchi Génial, Karine, Camille et ensuite à son âge adulte par Maître Kaio, devient à son tour le mentor. Il ferme la boucle, prêt à former le prochain héros. Pour Vegeta, au départ, ce n'était qu'un simple prince Saiyan arrogant, obsédé par son rang et convaincu que sa supériorité est inscrite dans son sang. Lors de la saga Saiyan, il incarne parfaitement la culture guerrière de son peuple, où la valeur d'un individu se mesure à sa puissance dès la naissance. Mais sa défaite sur Terre marque un point de rupture. À partir de ce moment, il vit avec une seule obsession, surpasser Goku. Sur Namek, cette obsession se mêle avec sa haine profonde de Freezer. Il ne cherche pas à venger son peuple, mais à affirmer sa fierté, prouver qu'il est le véritable Super Saiyan et montrer qu'il est plus puissant que Goku. Dans cet arc, il est tactique, manipulateur et même cruel. Pourtant, à la fin, il tombe quand même face à Freezer et sa mort va créer un tournant chez le personnage. Dans un dernier souffle, il implore Goku de venger leur race. Pour la première fois, Vegeta montre une souffrance et sa vulnérabilité. Freezer a annihilé tous les Saiyans sans qu'il puisse rien faire et il était obligé de suivre ses ordres pendant des décennies. Il accepte alors que ce soit un autre, Goku, qui accomplisse ce qu'il n'a pas pu faire lui-même. Et même après sa résurrection, Vegeta veut toujours surpasser Goku. Ils se sont même humiliés que Goku soit le premier à avoir
atteint le Super Saiyan au lieu de lui. Et son obsession à le surpasser grandit encore plus. Dans l'arc Cell, il veut avant tout prouver qu'il est le plus fort. Sa première transformation en Super Saiyan, l'arrogance qu'il aborde quand il se transforme en Super Vegeta, cette fierté va le rendre complètement aveugle en laissant Cell absorber C-18, le permettant d'atteindre sa forme parfaite qui va menacer toute la Terre. Mais cette fierté va être détruite en 1000 morceaux. Il va subir une défaite humiliante face à Cell et cette erreur va même causer la mort de son fils sous ses yeux, qui va le plonger dans une rage profonde. Il va foncer sur Cell de toutes ses forces, mais il est facilement repoussé et Gohan est obligé de le protéger, lui cassant un bras. Cell compte détruire la Terre et à ce moment-là, Vegeta se sent si impuissant. Il s'excuse même à Gohan, se sentant responsable de tout ce qui leur arrive. Finalement, Gohan réussit à gagner, mais les 7 ans de paix et l'absence de Goku le plongent dans le doute. Il ne sait même plus pourquoi il s'entraîne, il se perd. Il dit même qu'il se battra plus jamais après avoir vu qu'il s'est fait surpasser par Goku, mais aussi par son fils Gohan. Mais le retour de Goku lors du tournoi et l'arrivée de Babidi réveillent son côté sombre. Il se laisse posséder par la magie de Babidi pour retrouver cette rage qu'il pensait avoir perdue. Majin Vegeta et sa rechute. Il veut se prouver qu'il est toujours ce guerrier impitoyable. Mais la naissance de Boo, la destruction causée et la mort supposée de Gohan lui ouvrent les yeux. Il réalise son erreur. Et cette fois, il choisit de se sacrifier. Pas pour la gloire, pas pour l'orgueil, mais pour sauver les siens. C'est là qu'il embrasse pour la première fois son rôle en tant que protecteur de la Terre. Et il comprend ce que Goku avait compris depuis bien longtemps, qu'il faut se battre pour protéger autrui. Et à la fin, Vegeta renonce à sa quête sans fin de surpasser Goku. Il reconnaît enfin son rival comme numéro 1, que sa vision de la vie n'était pas la bonne et comprend enfin ce qui rendait Goku aussi puissant, qui ne se bat pas pour surpasser les autres, mais il se bat pour surpasser soi-même. Son arc est complet. Vegeta passe de conquérant à protecteur, de prince isolé à membre d'une communauté. Et après l'ellipse, on découvre un Vegeta apaisé. Il n'est plus obsédé par l'idée de surpasser Goku. Il accepte sa vie sur Terre et vit enfin comme un terrien. Gohan grandit selon les valeurs de sa mère. Loin du monde des arts martiaux. Il n'a aucune envie de se battre et déteste la violence, malgré son potentiel colossal. Il est entraîné pendant 1 an par Piccolo afin de devenir un guerrier capable de défendre la Terre contre les Saiyans. Mais lorsque Vegeta et Nappa arrivent, Gohan est paralysé par la peur. Il hésite, tremble et manque l'occasion de frapper un adversaire vulnérable, ruinant les efforts de Krillin et Piccolo qui avaient mis en place une stratégie risquée pour vaincre Nappa. Et ce n'est qu'après la mort de Piccolo qu'il réalise l'erreur qu'il a commise. Sur Namek, Gohan gagne en courage, mais reste émotionnellement retenu. Et c'est pareil durant l'arc Cell. Il refuse de libérer toute sa puissance, par peur des conséquences. Il craint ce qu'il pourrait devenir s'il se battait submergé par sa colère. Mais face aux provocations de Cell, à la perte de ses 16 et à l'injustice du combat, il craque. Sa rage explose et il atteint le niveau du Super Saiyan 2. Une puissance dévastatrice. Le paradoxe de Gohan, c'est qu'il peut être le plus fort du monde, mais il ne veut pas être un guerrier. Après Cell, il retourne à une vie normale, devient étudiant et choisit une autre voie. Pourtant, son sens de la justice reste intact. Il devient le Great Saiyaman, un héros masqué qui protège les faibles sans renoncer à ses principes. Mais il ne souhaite pas s'entraîner sérieusement. Il reste puissant, mais n'a ni la disciple, ni la soif de dépassement de Goku ou Vegeta. Ce manque d'engagement le pénalise. Pendant l'arc Boo, il a perdu une grande partie de sa force. Et ce n'est qu'après le rituel du vieux Kaioshin qu'il atteint son plein potentiel. Il obtient une puissance immense. Et pourtant, même ainsi, il échoue. Par excès de confiance, il sous-estime Boo, relâche sa garde et tout s'écroule. Gohan a ce qu'il faut pour devenir le plus fort, mais il n'a jamais voulu vivre dans un monde de violence et de combat permanent. Après l'ellipse de 10 ans, il a définitivement tourné la page. Gohan a choisi une autre voie, il a abandonné le combat et l'entraînement pour se consacrer à ses recherches scientifiques, à sa famille et à une vie paisible. Et c'est pas dans le manga, mais je trouve que c'est intéressant de noter, dans Dragon Ball Online, il décide d'écrire un livre sur le contrôle du ki pour transmettre ce pouvoir et savoir au monde entier pour que peut-être eux aussi pourront sauver la Terre un jour.
Ce que j'essaye de démontrer à travers ces analyses de personnages, c'est qu'en prolongeant Dragon Ball au-delà de sa conclusion naturelle, on compromet profondément l'intégralité de son récit. Cela affaiblit la portée de sa fin et dénature l'évolution patiemment construite de ses personnages. Dragon Ball raconte un arc complet, celui de la croissance de Goku, de la découverte de ses origines, de ses combats pour protéger la Terre et finalement de la transmission de son héritage à une nouvelle génération. Cette trajectoire trouve une conclusion cohérente avec son départ aux côtés d'Oob, symbole à la fois de renouveau et d'espoir. À ce stade, l'histoire est accomplie. La série se termine sur une note symbolique et circulaire. Goku, devenu maître accompli, transmet enfin le flambeau à Oob, la réincarnation du mal qu'il a vaincu, transformé en potentiel de bien. Ce passage de relais incarne la fin naturelle de son voyage. Le guerrier devient mentor. Et le monde peut continuer sans lui. Refaire de Goku le héros principal dans des suites comme Dragon Ball Super ou GT, c'est nier cette évolution, c'est refuser de le laisser mûrir. Il redevient éternellement le sauveur, figé dans un rôle qui n'évolue plus. Il ne transmet plus, il recommence. L'histoire n'avance plus, elle tourne en rond. On n'écrit plus une suite, on entretient seulement une franchise. Les personnages eux-mêmes en souffrent. Gohan, son parcours était pourtant clair et cohérent. Enfant pacifique forcé de combattre, il atteint une puissance inégalée lors de l'arc Cell avant de choisir une autre voie. Fidèle à ses convictions. Dans Dragon Ball Super, on réécrit cette trajectoire en boucle. Gohan arrête de s'entraîner, se fait humilier car il est rouillé, s'entraîne quelques jours et redevient surpuissant. Ce n'est plus un arc narratif, c'est juste un disque rayé. Le personnage ayant déjà tout raconté, les auteurs n'ont plus rien à dire de nouveau. Donc ils n'ont pas le choix de raconter la même chose encore et encore et encore sans apporter de réponse ou de conclusion. Surtout que quand tu prends en compte que Super se déroule dans l'intervalle entre la fin de Boo et la rencontre avec Oob, les personnages sont donc contraints de stagner pour respecter les limites temporelles imposées par la fin du manga originel. Et c'est exactement le même problème avec Vegeta. Lui qui avait évolué de rival orgueilleux à père protecteur et combattant digne, replonge dans cette obsession de surpasser Goku, comme si toute sa progression intérieure n'avait jamais existé. Dans Dragon Ball Super, Vegeta a certes adouci et est devenu plus mature, et il tente de faire croire que cette obsession est compatible avec sa maturité, qu'il peut la conserver sans que cela freine son évolution. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Le vrai message, c'était que Vegeta avait accepté de ne jamais le surpasser, et que cette acception était en soi une forme de paix intérieure, de sagesse. Revenir là-dessus comme dans Super ou Daima, c'est trahir cette évolution et ramener le personnage à un schéma dépassé juste pour maintenir une dynamique familière. En somme, Dragon Ball avait su construire une fin forte, pleine de sens, mais à force de refuser de conclure, la série finit par se contredire elle-même. Dragon Ball GT, Daima et Super ont chacun tenté de proposer une suite avec des approches différentes. Mais à mes yeux, aucune ne se repose sur une vision juste. La première approche, c'est de continuer avec les anciens personnages, mais les reléguer pour laisser toute la place à Goku. C'est la voie empruntée par Dragon Ball GT, dans le but qu'ils restent plus ou moins cohérents avec leur évolution dans l'œuvre originale, pendant que Goku monopolise toute l'action. Le résultat est que le récit devient figé, centré sur un seul héros, comme si le passage de relais était impossible. La deuxième approche, c'est de faire exister tous les personnages, mais au prix de leur régression. C'est ce que fait Dragon Ball Super et Daima. Tous les personnages sont remis au premier plan, mais à leurs dépens. Goku, censé avoir atteint une forme de sagesse à la fin du manga, redevient un éternel enfant obsédé par la force. Vegeta, dont l'évolution vers une humanité assumée et un rôle de père constituait l'un des arcs les plus riches de Dragon Ball, est à nouveau enfermé dans une rivalité stérile avec Goku. Et Gohan, quant à lui, est piégé dans une boucle narrative. Au lieu de faire avancer l'histoire, elle s'enferme dans une nostalgie confortable, une bulle rassurante qui imite le passé sans jamais chercher à le dépasser. Plutôt que d'évoluer, la saga se contente de recycler au détriment de tout ce qui avait donné du sens à son aboutissement. Un autre exemple tout simple et tout con, Tenshinhan. Son arc était terminé depuis longtemps, et Toriyama l'avait bien compris. À la fin de l'arc Cell, Tenshinhan déclare qu'ils ne se reverront probablement jamais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il disparaît pendant 7 ans, ne revient même pas voir Goku lors de sa résurrection temporaire, et ne réapparaît que brièvement face à la menace de Boo. C'est cohérent avec son cheminement. Il n'avait plus aucune raison de revenir. Et pourtant, dans Dragon Ball Super, il revient pour l'anniversaire de Bulma. Ce n'est pas si grave en soi, et c'est un détail bien plus anodin que les exemples précédents. Mais ça reste révélateur. Peu importe la cohérence avec le parcours du personnage, on
on les ramène juste pour créer une illusion de comme avant. Leur évolution passe au second plan, tant que ça permet de flatter la nostalgie. Dans les deux cas, l'univers de Dragon Ball cesse d'avancer. Il tourne en rond, les personnages stagnent ou régressent, et l'idée même de conclusion disparaît. La force de Dragon Ball résidait dans sa capacité à faire évoluer ses héros, à les mener vers un aboutissement, puis à les laisser partir. Chaque suite affaiblit ce choix en transformant une histoire achevée en produit perpétuel, vidé de sa portée narrative. Continuer Dragon Ball, ce n'est pas simplement prolonger l'aventure, c'est refuser la logique du récit, nier les conséquences et sacrifier la cohérence pour répondre à un besoin commercial, et cela à un coût. Et le pire, c'est qu'ils avaient une méthode simple à leur disposition, mais ont choisi de ne pas l'adopter. Au lieu de retomber dans les vieux schémas de puissance infinie et de régression des personnages, ils auraient pu se concentrer sur la nouvelle génération comme Oob, Goten, Trunks ou Pan. Ces personnages représentaient l'avenir de l'univers de Dragon Ball, et les poursuivre aurait été une manière naturelle de faire évoluer l'histoire tout en respectant l'héritage de la série. Oob, par exemple, aurait été un excellent choix pour reprendre le flambeau de Goku. Il est littéralement montré comme le successeur de Goku. Le montrer en tant que combattant en développement, cherchant à s'améliorer et à maîtriser ses capacités, aurait non seulement respecté la structure de la série, mais aurait aussi permis de renouveler les enjeux et de présenter une nouvelle génération de héros. De plus, ce choix aurait permis de traiter de la manière dont les personnages principaux comme Goku deviennent des mentors, ce qui aurait enrichi leur évolution et montrant une autre facette des personnages sans tomber dans la répétition. Mais dans Dragon Ball GT, Oob est quasiment inutile. Il a juste eu son petit moment avec sa fusion avec Boo, mais tout ça pour se faire allumer par Baby juste après, et après procéder à ne plus rien faire du tout. Et dans Dragon Ball Super, Goku et lui ne se sont même pas encore rencontrés. Il a juste eu sa petite scène contre Moro, mais maintenant qu'on a des dieux de la destruction, des anges, Zeno, Booba Gump machin, même au moment où il viendra dans l'histoire, son impact sera tellement amoindri. Ce qui rendait ce personnage si spécial, c'était que c'était la réincarnation du dernier ennemi de Goku, le plus puissant qu'il ait jamais affronté. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Oob maintenant, après que tous les autres personnages ont passé un stade divin? Goku et Trunks, eux, sont les fils des deux plus grands combattants de Dragon Ball. Leur dynamique, leur évolution et leur rôle auraient pu être explorés de manière beaucoup plus profonde. Mais dans Dragon Ball Super, ils ont délibérément choisi de les figer dans l'enfance, sans doute pour conserver une image plus vendeuse dans les visuels promotionnels, en donnant une excuse que les Saiyans grandissent qu'à partir de 15 ans. Et Pan, c'est pareil, et elle est tellement mal exploitée dans Dragon Ball GT. Plutôt que de la reléguer à un simple rôle de spectatrice, l'histoire aurait pu la mettre en avant comme une héritière de Goku et de Gohan. Mais au lieu de tout cela, ils ont choisi de revenir systématiquement à Goku et de le faire redevenir celui qui sauve tout le monde. Cela a annihilé les développements potentiels de ces personnages et a créé un cercle vicieux où l'on cherche sans cesse à repousser les limites de Goku au détriment de tout le reste. En ne s'appuyant pas sur ces personnages plus jeunes, les créateurs ont raté une occasion unique de faire progresser l'univers de Dragon Ball de manière organique, en donnant à la série une nouvelle direction sans détruire les acquis du passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes venu jusqu'ici, ça veut dire que vous a un peu plu, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. La vidéo est un peu plus courte que d'habitude. Pour une fois, je n'ai pas fait une vidéo de 4h30. J'aurais pu raconter bien plus de trucs, mais j'ai voulu éviter de ne pas redire les mêmes choses que j'ai dit dans mes dernières vidéos sur Dragon Ball, que je vous invite bien sûr à aller voir si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, c'est tout pour moi. C'était Lil Bill. À la prochaine.